Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. La manière de consommer change, avec elle forcément la façon de vendre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec notre invité Mathias Daune. Il est le directeur général France de Mondelez International. La question de la semaine, comment rendre la marque la plus proche du consommateur? C'est ce que nous verrons avec Cédric Ducrot. Il est PDG du groupe Diamart et Stéphane Kelmès, directeur du projet Tech Shop pour Leroy Merlin. Et puis nos chroniqueurs Rodolphe Bonas qui fait le tour du monde à la recherche des meilleures innovations commerciale. Il nous emmènera tout à l'heure à San Francisco. Et Marie Valogne à la découverte de nouveaux produits tous les jours. Dégustation de pizza aujourd'hui en fin d'émission. Mais pour l'heure, ce sont les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et donc notre invité aujourd'hui c'est Mathias Daune, bonjour. Bonjour Karine. Directeur général France de Mondelez International. On viendra avec vous dans un instant sur les actualités qui étaient nombreuses, en tout cas importantes cette semaine pour vous. Tout à fait. Et puis on accueille Hélène Cornet comme toutes les semaines. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Et on commence ces news de la semaine avec Auchan qui milite pour le bon et le sain. Et oui, Auchan veut devenir le distributeur, la référence du bien-être. Alors bien-être côté salarié, il va proposer un bilan santé gratuit à ses collaborateurs, des coachs sportifs, une meilleure alimentation à la cantine, mais aussi bien-être côté consommateur. Il va revoir certaines recettes de certains de ses produits maison. Vous savez que c'est lui qui va mettre aussi les codes nutritionnels prônés par le ministère de la Santé sur ses produits. Et il lance en janvier une nouvelle application qui s'appelle La Vie en Bleu, une application qui va décortiquer vos tickets de caisse, pas la peine de tricher, et qui va vous proposer des conseils et peut-être de meilleurs produits pour votre alimentation. Qu'est-ce que ça vous inspire, Mathias Daune, chez Mondelez? Parce que si jamais on dit sur le ticket de caisse Auchan, acheter de la salade plutôt qu'une barre céréale, c'est vache pour vous? Ce que je trouve très enthousiasmant, en fait, c'est de s'inscrire dans cette démarche de consommation bien-être, parce que beaucoup d'entreprises, en fait, prennent cette ambition. C'est aussi la nôtre, puisque nous avons pris des engagements Horizon 2020 d'accroître notre portefeuille de produits bien-être. Aujourd'hui, on a 30% de nos produits chez Mondelez qui sont bien-être. En 2020, ce sera 50%. Donc ça veut dire que 70% de nos innovations d'ici 2020 en fait seront orientées sur ces produits bien-être. Donc moi je trouve ça très enthousiasmant et très c'est dans la tendance actuelle finalement. Marque et enseigne, vous allez dans le même sens pour une fois, si j'ose dire. On va en parler. Absolument, c'est de plus en plus le cas. Très bien. Une cabine d'essayage, Hélène, connectée chez Optipass. Exactement, c'est un peu la Rolls en fait de la cabine d'essayage. En fait, c'est bien simple, vous n'avez plus envie de la quitter. Alors, elle vous propose, en fait, elle est connectée à la tablette du vendeur et par exemple, il peut vous amener la taille supplémentaire, au-dessus si besoin. Elle vous propose différents coloris, le petit haut qui irait bien avec le pantalon que vous êtes en train d'essayer. Elle vous chiffre le total de vos achats et vous pouvez même payer directement sans passer en caisse. Voilà, tout ça, c'est un prototype qui va bientôt être lancé et qui est développé donc par cette société qui est basée à Montpellier, qui s'appelle Optipass. Et déjà, plusieurs enseignes sont intéressées, comme Célio, Etam ou The Couples. Donc, on surveille l'arrivée de cette cabine connectée. Et puis, le marché des glaces qui, malgré le temps changeant, démarre plutôt bien? Effectivement, et pas question de se louper cette fois-ci, parce que l'an dernier a été plutôt mauvais à cause de la météo. Le marché a été en baisse de 5% en volume, 4% en valeur selon les chiffres de Kantar. Donc voilà, et c'est un peu maintenant que tout se joue. Donc du coup, les fabricants sortent pas mal d'innovations, parce que vous savez que les glaces, c'est quand même un achat plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2/3 des clients qui se rendent dans un rayon glace dans un supermarché ne savent pas précisément en fait ce qu'ils veulent. Du coup, voilà, il y a possibilité de les attirer. Alors la tendance cette année, c'est les mini cônes ou les mini bâtonnets, histoire de se faire plaisir sans trop culpabiliser. C'est ça. Et le nomadisme, on va y revenir aussi avec Mondelez. Hélène Cornet, merci beaucoup à vous de la rédaction de BFM Business. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine.
Nous sommes donc en compagnie de Mathias Daune, directeur général France de Mondelez International depuis avril 2015, et nous a rejoint Rodolphe Bonas, PDG de Seacom. Bonjour Rodolphe. Bonjour Karine. Alors, petite question d'actualité, forcément, pour commencer, Mathias Daune, vous nous avez annoncé cette semaine la finalisation de la vente des activités françaises de confiserie. Quelques marques, Carambar, La Piquichante, Poulain, Créma ou encore Les Rochers-Suchard sont passés chez le fonds d'investissement Euraseo. Ça représente environ 250 millions d'euros. Pourquoi vous séparez-vous de telles marques? C'est quoi votre stratégie pour la suite? Alors, Mondelez a pour ambition d'être la meilleure entreprise de snacking dans le monde. Et donc pour ça, nous avons décidé de nous recentrer sur des marques, des catégories qui sont nos catégories et nos marques stratégiques pour la croissance de demain. Et ces catégories, c'est les catégories du biscuit, avec des marques emblématiques comme Lu, Oreo, Granola. La catégorie chocolat, avec des marques comme Milka, Côte d'Or. Et puis le marché du chewing-gum, avec une marque bien connue qui s'appelle Hollywood Chewing Gum. Donc c'est notre orientation stratégique, c'est d'être plus agile et concentré sur ces potentiels de croissance que nous avons identifiés dans notre portefeuille. Comment on peut se séparer de Carambar? On n'imagine pas, nous. Hein. On n'imagine pas. Ouais, mais il y a d'autres très belles marques, et je pense que c'est d'autres très belles marques sur lesquelles vous visez, Mathias Daune. Et ceci, on en parlait justement tout à l'heure avec Hélène Cornet. À l'heure où on est en plein dans la tendance du snacking sain, comment comptez-vous vous imposer quand vous nous parlez biscuits et chocolat, des choses quand même plutôt gourmandes et sucrées? Alors, on a véritablement une stratégie d'accroître en fait notre portefeuille de produits bien-être. Le plaisir peut être aussi synonyme de bien-être, évidemment. Donc pour ça, en fait, on fait un gros travail d'innovation. Pour vous donner un exemple, on a lancé en 2016, à l'occasion de l'Euro 2016, un nouveau produit salé apéritif, une chips qui s'appelle French Chips. Et ce produit, en fait, était 50% moins gras qu'une chips traditionnelle. Donc c'est ça l'innovation bien-être. C'est se coller aussi aux demandes des consommateurs en termes de style de vie. Beaucoup de consommateurs vont de plus en plus vers des produits bio. Nous avons une marque extraordinaire qui s'appelle Côte d'Or, et nous avons lancé donc une gamme de chocolat Côte d'Or bio qui est arrivée aujourd'hui dans tous les linéaires. Donc c'est s'installer comme ça dans ces vraies tendances de consommation. Un autre exemple qui est aider nos consommateurs à avoir les bonnes portions de consommation. Donc dès qu'on lance une innovation, là on a lancé des marques de brownies ou Milka et Granola qui font un véritable carton, parce qu'on a proposé aussi une référence sous forme de portions individuelles pour aider les consommateurs à maîtriser leur consommation. Vous avez un centre à Saclay, notamment de R&D, pour Absolument. développer tout ceci. Mais c'est vrai, donc Mondelez International, en France, c'est 25 marques, 9 foyers sur 10 vous connaissez, on le disait, hein, il y a de très très belles marques. Et à côté de ça, il y a des start-up de l'agroalimentaire. On en parlait ici même, des pépites bondissantes. On a aussi les enseignes qui misent de plus en plus sur les PME françaises locales, que ce soit Carrefour, Franprix, Monoprix, qui elles ont un petit temps d'avance sur le bio, sur la relation directe avec le consommateur, sur le nomadisme. Comment vous faites pour pas vous faire doubler? Alors en fait c'est extrêmement stimulant. C'est extrêmement stimulant parce que en fait Mondelez, on est quand même plutôt réputé pour être une entreprise rapide, et la vitesse c'est un maître mot chez nous. Et c'est ce qu'on a également en commun avec ces startups, c'est qu'on a absolument besoin d'aller vite. Et pour ça, on a des équipes qui sont passionnées, créatives et qui sont véritablement dans la course. Et notre ambition, c'est faire la course en tête. Rodolphe, une question. Oui, et c'est vrai, Karine, ça, parce que le maître linéaire, lui, il n'est pas infini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, il y a quand même des gros matchs qui sont en train de se jouer là actuellement dans les rayons. C'est-à-dire, quelle innovation pour le commerçant je vais pousser? Mon innovation, comme le disait Karine, de la marque MDD, ou bien vos produits? Comment est-ce que dans les négociations, vous jouez cette affaire-là? C'est-à-dire, vous mettez un petit peu plus de promo, un petit peu plus de prix? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Alors, on est évidemment un intervenant important pour nos clients distributeurs. On a plus de 400 produits dans un hypermarché en France. Donc, on est le 4e plus gros industriel agroalimentaire. Si vous voulez, moi, le constat que je fais, c'est les discussions que j'ai eues avec la grande distribution cette année, c'est 2016, en volume, le marché des produits de grande consommation a été en négatif. C'est la première fois depuis 8 ans. Donc, le sujet, c'est la croissance. Donc, notre rôle, à nous, Mondelez, c'est d'arriver chez nos clients avec des solutions pour apporter de la croissance. Des solutions pour se focaliser sur ces schémas de croissance. Et donc, la première chose, c'est l'innovation.
L'innovation, c'est apporter de vraies innovations. Je vous parlais des références de brownies qu'on vient de lancer sur le marché. Vous avez des produits, vous avez l'impression que ça sort du four de chez vous, que ça a été fait à la maison. Et là, on a mis vraiment une longueur d'avance sur nos concurrents sur ce type de produit. Donc c'est ça, déjà, susciter l'intérêt et l'envie de nos clients distributeurs avec de vraies innovations. Je vous laisse continuer après, Mathias, mais avec 80 nouveautés en 2017, parce que vous accélérez là aussi, est-ce qu'on ne va pas perdre un peu les consommateurs, justement ? Mais les consommateurs, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'innovation. Donc c'est pas grave si ça tourne, une innovation peut en chasser une autre ? En fait, ce qu'il faut, c'est que le distributeur, réponde à toutes les unités de besoin, c'est comme ça qu'on dit sur le marché, des consommateurs, et deux, que ce soit des innovations performantes. Donc quand ils ont les deux, eh bien, en fait, ils font appel à nous. Et nous, c'est comme ça, en fait, qu'on briefe nos équipes R&D et marketing, c'est d'avoir les meilleurs produits qui soient préférés des autres. Nous devons être préférés des autres. Donc, vous avez coupé innovation. Deuxième point. La deuxième chose, c'est la manière, en fait, de traiter ces négociations qui sont devenues un peu romancées en France. Quand je dis on a une croissance négative en 2016, je pense que c'est une aberration de se dire que on va passer 2 mois, parce que vous savez qu'en France, il y a une règle, janvier, février, on négocie pour que la nuit du 28 février, il y ait des accords sur le prix qui soit déterminé. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de passer 2 mois à discuter et de se passer 2 mois de croissance? Moi, la réponse que j'ai apportée à mes clients, c'est non, on ne peut pas se permettre. Donc, il faut aller plus vite, il faut aller plus tôt. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a démarré des discussions beaucoup plus tôt que d'habitude, avec des vrais focus sur quels sont les leviers de croissance, sur quoi on doit travailler ensemble pour délivrer cette croissance et donc donner envie, pour passer moins de temps sur la discussion du prix qui évidemment a eu lieu. Et alors une dernière chose justement sur cette stratégie, donc vous le disiez, ça se fait dans le rapport avec les distributeurs, mais avec les consommateurs aussi. Et je reviens à mes petites startups et à mes petites PME qui sont en lien direct, elles, avec les consommateurs, grâce aux communautés sur le web notamment, mais pas seulement. Comment vous attrapez aujourd'hui le consommateur directement? Parce que finalement, vous dépendez beaucoup de la distribution. Comment vous l'attrapez directement aujourd'hui? Alors, c'est un excellent sujet parce que quand je vous parle on se focalise sur la croissance avec nos clients. Moi, je préfère qu'on passe plus de temps sur des solutions à des problèmes de catégorie qu'on peut rencontrer. Et je voudrais vous en donner un qui est l'exemple du marché du chewing-gum. Le marché du chewing-gum, c'est un marché qui s'est complètement révolutionné. Pourquoi? Mais dans le sens négatif du terme, malheureusement, c'est que c'est une catégorie qui est en décroissance. Moins 7% en 2016. Absolument, on a perdu 20 km de caisse en 5 ans. Donc ça, c'est la modernisation des grandes surfaces, plus de self-scaling, etc. Donc la vraie question, c'est comment on rattrape et comment on réinverse le business sur cette catégorie. Donc ça, ce sont les vrais bons sujets de discussion. Le consommateur a changé de comportement face à cette catégorie. Quand il attend à la caisse avec son caddie, auparavant, eh bien, il regardait ses mobiliers et puis ça suscitait l'impulsion pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone et puis il scrolle sur son écran et il regarde ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Donc comment on crée la connexion à ce moment-là entre le produit et l'acte d'achat? Et voilà. Et donc vous nous dites pas comment? Je ne vais pas vous donner tous mes secrets. Non, alors juste, on va citer parce que de toute façon, le temps nous manque. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé Ma Vie en couleur. Ça, c'est un programme de fidélité avec d'autres pour toucher directement le consommateur et le produit. Et la suite? Alors ça n'est pas un secret. On a effectivement cette base qui s'appelle Ma Vie en couleur, qui est une base de consommateurs qui est la plus grosse du marché des produits de grande consommation, avec 5 millions de membres actifs. Et là, en fait, on communique directement avec nos consommateurs par le biais de couponing. Mathias, merci beaucoup à vous. Attention, reste avec nous, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui se balade donc à travers le monde. Et alors là, Rodolphe, vous revenez de San Francisco pour nous parler d'une innovation commerciale du côté de la restauration. Exactement, on va chez Itza aux États-Unis. Alors, c'est un fast-food vegan, 100% vegan. Jusqu'ici, absolument rien d'innovant. Surtout à San Francisco. Voilà, surtout à San Francisco, on imagine bien. Sauf que celui-ci est complètement robotisé. Alors ça veut dire quoi robotisé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de caissier, il n'y
En fait, il y a une cuisine qu'on devine mais qu'on ne peut pas voir, hein, puisque vous allez voir comment ça fonctionne. Il y a juste des hôtes et des hôtesses qui parfois vous accompagnent pour vous expliquer comment utiliser soit les bornes iPad que vous avez pour commander, je vous expliquer comment ça marche, soit pour commander sur votre appli et aussi bien utiliser votre carte bleue, parce que quand même vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez des bols vegan à base de quinoa. Il faut beaucoup aimer le quinoa parce que tout est à base de quinoa dans cette affaire. Quinoa et puis on rajoute des ingrédients. Exactement. Alors vous pouvez rajouter, alors j'ai noté des haricots, des betteraves, du maïs grillé, des pois chiches, des noix de pécan, bref, vous faites ce que vous voulez. Bon, alors ce qui se passe, c'est que vous commandez sur cet iPad et à ce moment-là, vous avez en face de vous un mur de casiers digitaux qui sont un peu des sortes de micro-ondes digitalisées. Et quand vous avez terminé votre commande, vous avez une vingtaine de casiers. Quand vous avez terminé votre commande, le casier qu'on vous a affecté s'assombrit et 90 secondes plus tard, vous avez votre bol qui est prêt bien évidemment c'est du carton recyclé, hein, ça je vous le dis tout de suite. Et vous récupérez votre bol et votre formule est prête et vous pouvez partir. Et à ce moment-là, tout d'un coup, quand c'est prêt, au bout de 90, votre nom apparaît sur l'écran. Hein, donc Karine, c'est prêt. Vous arrivez, vous cliquez, hop, le bol et vous partez avec. Et derrière, c'est des robots ou c'est des petites mains? Alors, il y a des robots derrière, mais on voit pas. C'est très difficile d'ailleurs sur Internet. Je n'ai absolument pas pu trouver comment marchaient les cuisines, mais ça doit marcher derrière. Alors, le fondateur David Friedberg, qui est astrophysicien, un ancien de chez Google, vous explique que en fait, ce système lui permet d'offrir une formule qui est de 30 à 40% moins chère, ce qui est pas faux, puisque le bol de lunch vaut $6,95 et le breakfast bowl vaut $3,95, qui est pas grand-chose à San Francisco. Et il explique aussi, ça lui permet d'avoir une clientèle, bien sûr, de végétariens, mais aussi les fameux flexitariens, qui sont les gens qui sont végétariens à l'occasion, quoi. Parce que je crois qu'il est en lien avec l'agriculture, en fait. Alors, exactement. Alors là, tout à fait, toute la chaîne de valeur des végétariens est mise en avant dans cette chaîne. Il y a déjà 7 restaurants aux États-Unis. Et voilà, et allez-y, c'est délicieux. Ça va peut-être arriver en France, on ne sait jamais. Mais ouais, on ne sait jamais. Les robots, vous y croyez pour vendre, Mathias Zone? Je suis toujours très intéressé par la modernité. Maintenant, mettre des robots en face de nos consommateurs. Là, il y a une file d'attente. Hein, c'est-à-dire, même si la commande arrive en 90 secondes, c'est 6 ou 7 minutes ou 10 minutes d'attente avant d'avoir son plat. Et ce qui est assez génial, c'est que vous pouvez le commander à l'avance. Vous êtes au bureau, vous le commandez, paf, et vous le retrouvez. Et le robot nous l'amène comme ça. Non, pas génial. Tout de suite. Merci infiniment à vous, Mathias Zone, directeur général France de Mondelez International. Merci, Rodolphe Bonas. Merci, Karine. À la semaine prochaine, bon tour du monde. Hein. Allez, le débat de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Le débat de la semaine, comment rendre la marque plus proche du consommateur? La confiance dans les marques, c'est un petit peu érodé. La toute-puissance de la marque, dirons-nous, c'est terminé. C'est en tout cas l'objet de votre enquête. Cédric Ducrot, bonjour. Bonjour. PDG du groupe Diamart, vous venez de présenter un rapport sur le commerce dans un mode horizontal ou comment les retailers, les commerçants peuvent réinventer la relation client. Stéphane Calmès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du projet Tech Shop pour Leroy Merlin qui fait partie du groupe ADO. Alors Tech Shop, le deuxième point Tech Shop par Leroy Merlin vient d'ouvrir. C'est du côté de Lille, après celui d'Ivry. C'est en partenariat, on va tout de suite les citer, avec l'Université catholique de Lille et Eura Technologies. C'est en fait le plus grand atelier de fabrication collaborative d'Europe. Comment ça marche? Ça marche comme un club de gym, sauf que on ne fait pas de la gym à l'intérieur, mais on fabrique, on répare, on bricole, on invente. Donc on a accès à un parc de machines, 150 machines qui sont numériques ou non. Donc on parle d'impression 3D, on parle de découpe laser, on parle aussi de soudure, on parle de brodeuse numérique. Donc tout type de machine potentiellement pour vous permettre de faire, d'imaginer, de travailler, de réparer des objets. Tous les objets que vous avez envie de travailler. Et donc, vous avez accès à ce parc machine via des abonnements. On vous forme aussi, parce qu'évidemment, sur certaines des machines... C'est ouvert à tout un chacun? C'est ouvert à tout un chacun. Donc, tout le monde peut venir. On forme les personnes, on les aide, on les guide dans leurs projets. Et puis, le but pour elles, c'est de fabriquer des projets,
que ce soit pour l'amélioration de leur maison, mais pas que. Ça peut être aussi refaire un cadre de vélo, ça peut être s'inventer un t-shirt et l'imprimer, etc. Mais alors pourquoi, pour quelle raison, quel est l'intérêt pour Leroy Merlin de lancer cette sorte de Fab Lab qui a quand même un coût, je crois celui de Lille c'est 3 millions d'euros, dont 1 million d'euros rien que pour le parc machine. Oui, l'intérêt pour Leroy Merlin c'est d'explorer ses futurs. C'est d'abord parce que ces lieux-là, naturellement, accueillent beaucoup de start-up, on y revient, vous en parliez en première partie, beaucoup de start-up, et nous, il nous intéresse de travailler avec les start-up, en particulier dans le monde de l'habitat. Et donc, ils sont là. Mais ça nous permet aussi d'explorer de nouveaux services pour nos clients. Je vous donne un exemple. Chez TechShop, vous pouvez imprimer des rideaux. Mais le rideau que vous avez envie d'imprimer avec le motif que vous avez envie de faire, ça vous permet d'imprimer une porte, aussi une porte intérieure, avec la photo des vacances que vous avez prises il y a peu de temps. Donc si je comprends bien, on ne vient pas seulement chez Leroy Merlin, du coup, en tant qu'enseigne qui va juste nous délivrer des produits, on vient aussi pour chercher du service, voire pour créer un certain partenariat. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça vous intéresse de près. Cédric Ducrot, PDG du groupe Diamart, c'est exactement ce que vous dites dans votre rapport, comme par exemple les ateliers aussi chez Audio. L'idée, c'est que à un moment donné, il faut que la marque, l'enseigne, descende de son piédestal et se mette au niveau des consommateurs, c'est bien ça ? Tout à fait. Je crois que l'actualité politique nous montre que les organisations très descendantes, très top-down, avec les institutions, les sachants et les choses officielles, c'est plus tellement dans l'air du temps. Et il se passe exactement la même chose en matière de marketing et de commerce, c'est-à-dire que les marques qui étaient historiquement dans un discours de puissance et viens m'adorer, regarde comme je suis belle, sont obligés maintenant de reconstruire la confiance et la connexion avec les clients de manière différente, en étant beaucoup plus proche, beaucoup plus à côté des clients. Et avec des clients, c'est d'ailleurs vrai aussi pour les citoyens ou les collaborateurs en termes de management, qui veulent être écoutés, qui veulent co-construire, qui veulent être acteurs, qui veulent faire avec, qui veulent de la transparence, etc. Et typiquement, le Tech Shop est une façon intéressante, et Leroy Merlin fait beaucoup de choses dans ce sens-là, de toute façon, pour être à la fois quelque chose qui doit rester puissant, très structuré, très articulé, très organisé, et en même temps qui doit apprendre à aller s'ouvrir vers le monde et vers les gens d'une manière beaucoup moins prétentieuse d'une certaine manière que ce qu'on faisait à l'époque. Donc il y a ce partage de savoir-faire d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a d'autres manières, justement, d'autres initiatives pour se mettre comme ça au niveau des clients, ou en tout cas pour générer davantage de proximité ? Alors, en commençant par un ou deux exemples qui sont peut-être pas les plus importants, mais qui sont les plus emblématiques de ça. Stéphane parlait de la personnalisation. Donner au client la possibilité d'acheter non pas le produit standard fabriqué à des milliers d'exemplaires, mais d'avoir le produit qui lui correspond à lui, c'est évidemment le premier pas dans cette direction. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui s'adapte aux désirs du client et non plus l'inverse. Donc la personnalisation va dans ce sens-là. Par exemple, la généralisation des corners My Design chez Carrefour est amusant parce que c'est de la personnalisation d'objets dans un hypermarché qui est vraiment le temple de la standardisation historiquement. Ou par exemple, les communautés de clients aussi sont un sujet un peu à la mode. Il y a plein d'exemples partout dans le monde. On en a repéré un certain nombre dans l'étude dont vous parliez. Par exemple, Running Room au Canada, qui est une chaîne un peu comme Courir en France, qui vend des chaussures pour faire du running et qui est devenue célèbre, non pas tant en tant que magasin qui vend des chaussures, mais parce qu'ils organisent des courses, des séances de jogging collectives, et ils ont construit en fait leur réputation au travers de cette activité communautaire et non pas au travers de la vente de produits. Stéphane Calmet, c'est comme ça que on est arrivé à ce constat aussi chez Leroy Merlin, en se disant il faut faire... Finalement, aujourd'hui, le commerce ne se réduit pas à la vente de produits, il faut faire autre chose ? Oui, ça fait un moment que Leroy Merlin réfléchit à la notion de service dans ses magasins en introduisant par exemple la formation, les cours de formation depuis 5-6 ans, avec aussi une communauté de bricoleurs, Cédric en parlait, qu'on anime fortement, donc ça fait un moment que c'est dans nos têtes. Et là, TechShop est une initiative de recherche et développement pour Leroy Merlin sur ce sujet, pour effectivement introduire un rapport au client qui est totalement d'égal à égal, même si déjà de toute façon Internet a rééquilibré les pouvoirs. Mais là, on est effectivement dans une relation client à réinventer, parce que les membres qui viennent chez nous étant abonnés, ils viennent 5 fois par semaine chez TechShop et on se connaît
très bien. Et c'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller aussi jusqu'au bout et que des idées émanant de makers, comme on les appelle en bon français, en tout cas de personnes qui viennent dans ce tech shop, pourraient voir le jour chez Leroy Merlin ? Oui, potentiellement, c'est aussi un des aspects qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir des inventeurs, des makers, comme vous dites, qui peuvent, et c'est déjà le cas à Ivry, inventer par exemple une lampe avec un design qui nous intéresse, et à ce qu'on travaille ensemble avec ce maker pour dire tiens, on pourrait distribuer ta lampe, la réinventer, etc. Oui, forcément, pour nous, c'est intéressant. Il y a aussi bien sûr la transparence des autres, ou plutôt l'authenticité. D'ailleurs, on en a déjà un petit peu parlé dans Innover pour le commerce, mais dans les initiatives que vous avez relevées, Cédric Ducrot, PDG du groupe Diamart, mais finalement, on peut renvoyer vers votre étude, justement. Donc, elle est en anglais, hein, c'est bien ça ? La version française est sortie avant-hier. Ah bah voilà, on est en plein dans l'actualité. Le commerce dans un monde horizontal, c'est comme ça la traduction en français. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Stéphane Calmès, directeur du projet Tech Shop pour Leroy Merlin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez encore un tout petit peu. C'est le produit de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Avec Marie Valonne qui nous a rejoint. Bonjour Marie, de la rédaction de BFM Business. Alors on en parlait à l'instant avec notamment Cédric Ducrot, PDG du groupe Diamart, cette volonté des marques de se rapprocher de plus en plus du consommateur. Et si on pousse la chose très loin, eh ben, ça peut donner cette fameuse marque du consommateur. On avait parlé ici même du laisser qui le patron. Ça marche tellement bien que ça continue, Marie. Ça continue et ça a même atteint cette semaine les 10 millions de briques de lait vendues en 6 mois pour C'est qui le patron. Donc la marque continue et lance cette semaine une pizza. La pizza, qu'est-ce qu'elle a de différent cette pizza ? C'est qu'elle a été entièrement choisie par les consommateurs via un questionnaire en ligne. 20 600 internautes ont répondu à ce questionnaire, un peu pour établir le cahier des charges de la pizza qu'ils souhaitaient voir en rayon. Pas la pizza finalement que la marque nous impose et qu'on va choisir, là vraiment la pizza que eux ils ont choisie. Qu'est-ce qu'on leur demande en fait ? Quels sont les produits, le prix ? Exactement, on leur demande par exemple s'ils veulent une farine standard ou label rouge, le type de culture, on leur pose aussi une question sur la rémunération des producteurs et en fonction des questions qu'on pose, le prix augmente ou descend. Donc là, on obtient une pizza qui avoisine les 4,50 €. Mais finalement, c'est le prix le plus juste pour les producteurs, finalement, de produits français pour la plupart, enfin et tous, je crois, et le consommateur. Alors, ça marche tellement bien ça va aller encore plus loin ? Ça va aller plus loin. Ils lancent aussi du jus de pomme. Ils vont lancer du beurre, de la compote aussi. Donc, on peut toujours de la même façon, le consommateur peut choisir en ligne la composition du produit. Alors, est-ce que c'est l'avenir finalement de la consommation, comme ça que les consommateurs choisissent leurs produits et ne se fassent plus imposer des produits par les marques ? On peut se poser la question, puisque cette semaine, ils sont déjà en fait en rupture de stock dans les hypermarchés qui ont commandé cette pizza. Il y a 7000 hypermarchés qui ont commandé cette pizza et ils ne peuvent déjà plus en produire. Un produit très attendu. Et ben, ça sera l'objet d'un prochain débat, hein, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Marie Valonne. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins.